Bonjour, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, un numéro un petit peu particulier. Vous le voyez sur ces images, nous allons revenir sur l'élection présidentielle et voir quelles peuvent être les conséquences de cette élection sur les élus des Pays de la Loire. À mes côtés, pour présenter ce numéro de La Voix est libre, Goulven Boudic et Christine Villevoisin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on va commencer en regardant tout simplement en revoyant le score de François Hollande, le score qu'il a pu réaliser au niveau national et au niveau régional. Et vous le voyez, il est majoritaire au niveau national, évidemment, puisqu'il est élu. Il est aussi majoritaire, et ça c'est plutôt nouveau dans les Pays de la Loire, même si on le voit, il a réalisé un moins bon score en Pays de la Loire qu'au niveau national. Goulven, c'est quand même une grande nouveauté. Il n'y a qu'en 88 que les Pays de la Loire avaient voté pour un candidat de gauche, c'était la réélection de François Mitterrand. Oui, habituellement, la région vote plutôt en faveur du candidat de droite à l'élection présidentielle, et plutôt d'ailleurs dans des proportions plus larges qu'au niveau national lorsque ce candidat gagne. Et ce que l'on constate, c'est que désormais, alors, il ne faut pas dire que la région est passée à gauche, même si le conseil régional est passé à gauche depuis maintenant 2 mandats, mais la région se banalise en fait, plus qu'elle n'est passée à gauche, et on peut penser qu'elle jouera l'alternance désormais. Lorsque le candidat de droite gagnera, la région sera à droite. Lorsque le candidat de gauche bénéficiera d'une dynamique présidentielle, la région l'accompagnera. Elle s'est banalisée, cette région, qui pendant très longtemps est passée quand même pour une région de droite. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais elle n'est pas encore devenue une région de gauche. Voilà, on rappelle, on a voté François Hollande en Loire-Atlantique et en Sarthe, et on a voté Nicolas Sarkozy en Vendée, en Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Alors, je vous l'avais dit, on va évoquer un petit peu, on va regarder cette galerie de portraits de nos élus. Quelles conséquences cette élection peut-elle avoir sur ces élus? On va commencer, d'abord, vous le savez, c'est mardi, la passation de pouvoir. Mardi, 10h à l'Élysée, passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Dans la foulée, le nouveau président va annoncer son Premier ministre. On parle essentiellement de 3 prétendants, 3 favoris, Martine Aubry, Manuel Valls et surtout Jean-Marc Ayrault, notre régional. Jean-Marc Ayrault, le député maire de Nantes. Avant d'en parler, Christine, en 2 mots, qui est Jean-Marc Ayrault? Alors Jean-Marc Ayrault, il a 62 ans. À l'origine, il est professeur d'allemand. Son premier mandat, c'est 1976. Il est élu conseiller général de Loire-Atlantique. 1977, maire de Saint-Herblain, c'est la plus grande ville de Loire-Atlantique, l'une des plus grandes villes après Nantes, en tout cas dans l'agglomération. Et depuis 1989, il est maire de Nantes, président de la communauté urbaine. Depuis 1997, il est aussi président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il connaît donc bien le Parti socialiste, il connaît bien aussi François Hollande, aux côtés duquel il siège depuis une quinzaine d'années à l'Assemblée nationale. Ils sont vraiment côte à côte. On les voyait souvent, Ouais. le mercredi, lors des retransmissions, discuter côte à côte. Ouais. Et c'est un homme, donc, parmi les points positifs, on va l'aborder, c'est un homme de confiance de François Hollande, et c'est un homme qui connaît bien le Parti socialiste et ses différents courants qu'il a réussi à rassembler. Alors, qu'est-ce qui joue en sa faveur? Pourquoi il est aujourd'hui le principal favori pour ce poste? Ses atouts? La relation, évidemment, et la confiance qu'il a nouée avec François Hollande, qui est un des éléments déterminants. Le fait que ces dernières années, Jean-Marc Ayrault se soit aussi tenu un petit peu à l'écart des jeux internes au Parti socialiste, tout en ayant des responsabilités importantes de gestion du groupe socialiste. On sait que dans les derniers congrès, à l'occasion des choix qui ont dû être faits, Jean-Marc Ayrault a toujours marqué une forme de distance à l'égard de ce qu'il considérait comme une forme de dégradation du débat interne au sein du Parti socialiste. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a été parmi l'un des premiers à croire et à rejoindre François Hollande, à un moment où François Hollande lui-même s'était un petit peu dégagé de ses jeux pour préparer sa candidature présidentielle. On se rappelle qu'il s'est déclaré assez tôt, plus tôt qu'on l'imaginait, même d'ailleurs à l'époque, derrière François Hollande. Il avait fait son choix assez vite. Oui, mais on sait que déjà en 2007, il avait été l'un de ceux qui avait poussé en quelque sorte François Hollande à y aller, et que face à sa défection, en fait, il avait soutenu Ségolène Royal, mais non pas par défaut, mais sans y croire véritablement, semble-t-il. Puis on l'a bien senti pendant cette campagne, il était bien, entre guillemets, on le sentait heureux dans cette campagne, ce qui n'était pas le cas en 2007 avec Ségolène Royal. Moi, je rajouterais un autre point positif quand même, c'est le fait qu'il soit professeur d'allemand, que ce soit vraiment un germanophone, un germanophile. Il aime l'Allemagne, il parle bien l'allemand. À ce titre-là, il pourrait parler directement avec son homologue, la chancelière Angela Merkel, s'il était nommé Premier ministre. Alors on dit qu'il manque de charisme, qu'il est un peu neutre, mais est-ce que ce n'est pas un atout aujourd'hui pour occuper cette fonction à Matignon? Alors, c'est une critique qu'on lui a souvent faite, notamment lorsqu'il avait pris la tête du groupe socialiste en 1997. C'est vrai que c'est une tâche dans laquelle il a eu quelques difficultés, au moins au début, mais dans laquelle il s'est finalement affirmé au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que cette absence peut-être de tranchant,
de leadership, s'accompagne d'une autre qualité qui est en fait son goût de la synthèse, de l'écoute, le fait qu'il soit plus discret probablement qu'affirmé. Alors, ce sera de toute façon à lui de marquer son territoire et de donner une empreinte particulière à la façon dont il gérera Matignon. On sait que chaque Premier ministre apporte sa touche et on sait aussi que la relation entre le Président et le Premier ministre est un point très important. On l'a vu entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Parce que justement, cette relation avec le Président de la République, on peut imaginer Martine Aubry, finalement, d'ailleurs plébiscitée par les militants, c'est elle que les militants souhaiteraient voir à Matignon, mais la relation de confiance n'est pas la même entre François Hollande et Martine Aubry. Manuel Valls, jeune, ambitieux, peut-être trop fougueux pour occuper Matignon. Donc du coup, Jean-Marc Ayrault, plus neutre, et pourrait faire moins clivant. Alors, les messages politiques ne sont pas non plus exactement les mêmes. C'est-à-dire que si Manuel Valls est populaire, il l'est essentiellement, d'après les enquêtes, auprès de l'électorat de droite. Et il faut savoir qu'il y a quand même, après cette élection présidentielle, une élection législative à mener, et que traditionnellement, presque institutionnellement en France, c'est le Premier ministre qui, d'une certaine manière, mène la campagne, mène ses troupes au combat. Et c'est vrai que Manuel Valls jouerait peut-être un rôle un peu plus compliqué parce que son image est beaucoup plus favorable à droite qu'à gauche. Jean-Marc Ayrault donnerait une tonalité intermédiaire en fait entre celle de Martine Aubry et Manuel Valls. Il est celui qui constitue justement, comme on le disait tout à l'heure, le point d'équilibre à l'intérieur de ce parti entre sa gauche et sa droite. Et puis il ne rentrerait pas en concurrence avec le président. Ce serait un Premier ministre qui saurait s'effacer justement du fait de cette relation de confiance avec François Hollande, et ça c'est important. Alors on a vu ses avantages, ses atouts. Quels sont ses handicaps? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'avoir le poste? Le premier handicap qui vient à l'esprit, c'est le fait qu'il n'ait jamais été ministre. Mais est-ce véritablement un handicap? François Hollande n'avait jamais été Alors justement, ministre. Est-ce que le duo, ça ne devient pas un vrai handicap? Un président qui n'a jamais été ministre et un Premier ministre qui ne l'a pas été non plus. En fait, ils ont, sans avoir la responsabilité gouvernementale qu'il ne faut pas non plus surestimer, dont il ne faut pas non plus surestimer l'importance, ils ont l'un et l'autre l'habitude, en fait, de la gestion d'institutions importantes. Jean-Marc Ayrault est maire de Nantes, président d'une communauté urbaine. Il a par ailleurs une habitude aussi de gestion des dossiers au niveau parlementaire. Et il faut rappeler que à la fois François Hollande et Jean-Marc Ayrault étaient les éléments, si on veut, d'un trépied que Lionel Jospin avait mis en place. Il y avait Matignon, il y avait le Parti socialiste avec François Hollande, et il y avait le groupe socialiste avec Jean-Marc Ayrault. Et donc ça suppose une connaissance des dossiers, ça suppose aussi une connaissance de ce qu'on appelle l'interministériel. Ça suppose une relation directe avec les ministres. Donc tout ça, ce n'est pas un argument qui malgré tout, vaille. Vous l'avez quand même mis dans ces handicaps. Oui, parce que c'est généralement ce que les médias reprennent et ce que certains électeurs peuvent éventuellement entendre. Et puis il y a le deuxième handicap dont on murmure aujourd'hui qu'il pourrait être le vrai handicap de Jean-Marc Ayrault, c'est cette condamnation. Donc, alors on rappelle, en 1997, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 30 000 francs d'amende, 4 500 € pour favoritisme. C'était finalement la pression d'un magazine, Nantes Passion, qui avait été attribué sans appel d'offres. À une officine qui s'appelait la SNEP, enfin une association qui était gérée clairement par un homme, Netzela, qui récoltait de l'argent pour le Parti socialiste, qui était le porte-valise du Parti socialiste à l'époque. Donc effectivement, on a parlé non pas d'enrichissement personnel, mais de financement de la campagne. Deux campagnes politiques. Alors, Jean-Marc Ayrault dit que ce ne sont pas les siennes. Il était néanmoins l'un des financeurs du Parti socialiste. Alors, on en parle, effectivement, ça peut être un handicap. Pourquoi? Parce que François Hollande a déclaré lors de la campagne présidentielle « Avec moi à l'Élysée, je ne serai pas entouré d'hommes ou de personnes jugées ou condamnées ». Puis à l'époque, mise en examen, Jean-Marc Ayrault n'avait pas pu être ministre de Lionel Jospin à cause de cette affaire-là. Donc 15 ans après, est-ce que finalement, après les déclarations de François Hollande, évidemment la droite agite le chiffon rouge et dit on ne peut pas nommer Matignon, voilà, est-ce que François Hollande est en train déjà de revenir sur ses propos? Est-ce que c'est suffisant? Une affaire vieille d'il y a 15 ans, alors effectivement pas d'enrichissement personnel. Je suis un honnête homme, dit aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, et il dit pour que se c'était l'affaire défendre, connue et de je tous. le resterai. Oui. Il n'avait pas fait appel d'ailleurs à l'époque. Est-ce que cette affaire vieille d'il y a 15 ans peut vraiment bloquer la route de Matignon? Ce sera un peu un test, et j'ai envie de dire, c'est pas à nous de rejuger l'affaire. C'est François Hollande qui décidera de l'impact que cette condamnation peut avoir sur la nomination. Et il peut tout à fait décider de maintenir un éventuel choix de Jean-Marc Ayrault en suggérant que c'est en effet une vieille affaire, qu'elle a été jugée, donc que la peine a été exécutée et que
On peut aussi considérer qu'un élu qui a été condamné, quand il n'a pas été condamné en tout cas à une peine d'inéligibilité, par exemple, il retrouve un certain nombre de ses droits, l'intégralité de ses droits. Alors c'est vrai que ça peut venir en contraste avec un certain nombre de déclarations, mais je pense que les déclarations de François Hollande valaient plus pour un certain nombre d'affaires en cours dont on sait qu'elles ont entaché récemment l'histoire du Parti socialiste, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit du côté de Marseille. Cette affaire n'est malgré tout pas comparable à un certain nombre de questions qui peuvent se poser dans ces affaires en cours et vis-à-vis desquelles François Hollande marque aussi une distance. C'est-à-dire, je n'interviendrai pas, président de la République, sur le cours de la justice, etc. Là, on est dans une affaire qui est quand même relativement ancienne, qui est liée aussi à une période où on est au balbutiement des lois sur le financement public des partis. Il faut se rappeler que c'est Michel Rocard qui s'était emparé de ce dossier entre 1988 et 1991, que Pierre Bérégovoy avait aussi modifié la loi entre 1992 et 1993. C'est cette période-là, c'est dans cette période-là que les faits concernés se sont produits, même si la condamnation a été postérieure et qu'elle date de 1997. Donc c'est une période de notre passé en termes de financement avec laquelle on peut espérer, en tout cas, la majorité des hommes politiques ont rompu. Puis dernier handicap peut-être à souligner, c'est l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Alors, les élus socialistes et les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont arrivés à un accord, là, finalement, avec l'arrêt des expulsions, le temps des recours. Des grèves de la faim. Et l'arrêt des grèves de la faim, ça arrive, on va dire, à point nommé pour la nomination de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est pas d'ailleurs, c'est Stéphane Le Foll, qui est là, on en parlera de Stéphane Le Foll, principal collaborateur de François Hollande, qui a reçu les grévistes. Est-ce que c'est pas aussi un signal quand même de la pole position de Jean-Marc Ayrault? Il a fallu vite régler le dossier de l'aéroport pour peut-être pas que ça nuise à la nomination à Matignon. Ça ressemble un peu à ça. C'est ce que disent en tout cas les opposants, c'est la lecture qu'ils en font aujourd'hui. Oui, mais sur ce point, je pense que la gestion de l'aéroport et le dossier de l'aéroport de manière générale n'est pas un handicap pour Jean-Marc Ayrault. Je crois qu'au contraire, l'entêtement qu'il a démontré sur ce dossier est plutôt, à mon sens, plutôt un atout et un avantage, dans la mesure où François Hollande a fait une campagne dans laquelle il a dit qu'il ne voulait pas être lié notamment par l'accord de gouvernement signé entre les Verts et le Parti socialiste. Il ne voulait pas reprendre terme à terme les propositions des écologistes, notamment sur le dossier nucléaire. Or, Jean-Marc Ayrault est celui qui, aussi localement, a réussi à entretenir avec les Verts cette cette relation difficile, qui est à la fois faite de coopération et de conflit. Et moi, j'ai toujours pensé que l'aéroport était, d'une certaine manière, un dossier instrumentalisé par chacun des deux camps pour continuer à exister en tant que camp autonome. Les Verts utilisent ce dossier de la même façon que les socialistes l'utilisent pour montrer que finalement, entre eux, il reste des points de désaccord, des points de clivage, des points de divergence. Mais ça n'a jamais empêché Jean-Marc Ayrault d'être très ouvert à la collaboration politique avec les Verts, qui sont au conseil municipal, qui sont au conseil communautaire, avec lesquels un accord a été noué, puisque François de Rugy est le député de la première circonscription. On va accélérer. Parce que finalement, les opposants ont obtenu gain de cause, c'est ce qu'ils réclamaient. S'il est nommé à Matignon, on parle d'un directeur de cabinet également qu'on a connu dans notre région, Bernard Boucaud, ancien préfet de région. Aujourd'hui directeur de l'ENA. J'ai envie de suggérer que si le nom de Bernard Boucaud est aujourd'hui prononcé, c'est que les choses sont quand même un peu avancées pour une raison simple, c'est que on envisage de contacter ou de mettre le nom de son directeur de cabinet qu'à partir du moment où on a un minimum de certitude ou en tout cas de confiance. Bernard Boucaud a été en effet préfet du département et de la région. C'est un grand préfet qui a pris la tête de l'ENA par la suite. Qui avait d'excellentes relations, on s'en souvient, avec Jean-Marc Ayrault. Dont les relations avec Jean-Marc Ayrault ont toujours été très bonnes et dont les relations avec les gouvernements de François Fillon et la présidence Sarkozy n'ont pas toujours été évidentes par ailleurs. Très rapidement, de Pierre Jox. Très rapidement, votre pronostic, il va à Matignon ou pas? Moi, je dirais oui, sûr, à 99,9%. Plutôt oui. D'accord, je m'associe. Je pense effectivement qu'il sera nommé Premier ministre mardi à la mi-journée. Sinon, un ministère aussi? Il pourrait avoir un grand ministère s'il n'était pas à Matignon. Un grand ministère de la ville, alors à ce moment-là, quelque chose qui... la ville, les transports, on a souvent parlé de lui, effectivement, avec le développement des transports en commun, le tramway, qui avait été mis sur les rails par son prédécesseur, mais qu'il a largement développé. Transport, ville, aménagement du territoire, c'est des questions sur lesquelles il a beaucoup travaillé, Jean-Marc Ayrault. On va accélérer, parce qu'il reste 13 minutes déjà d'émission, ça va très très vite. S'il va à Matignon, il doit abandonner ses mandats, on regarde rapidement. Mandat local, il doit quitter la mairie. Qui lui succède? Patrick Rimbert, c'est déjà fait, son premier adjoint.
Il a été député sur la première circonscription de Nantes entre 1997 et 2002. Il a défendu la loi SRU, c'est la loi Solidarité Renouvellement Urbain. Cette loi qui oblige chaque ville à construire au moins 20% de logements sociaux. C'est le premier adjoint aujourd'hui de la mairie de Nantes. Il a été en charge de l'urbanisme, des grands travaux. Et puis c'est un homme de confiance qui ne lui fera pas d'ombre et qui ne brigue pas de nouveaux mandats. Il a 68 ans. Alors, il fera l'intérim, mais en 2014, il y aura des élections municipales. Alors, là, on fait vraiment de la politique fiction, hein. Mais quand même, il y a forcément des gens qui y pensent. C'est quoi? Alors, on voit des photos. Pascal Bollot, François de Rugy, le député vert, Johanna Rolland, dont on parle beaucoup. Alors, Pascal Bollot, c'est l'adjoint, simplement, c'est l'adjoint aux finances. Et Johanna Rolland, qui est son ancienne attachée parlementaire à Jean-Marc Ayrault, est aujourd'hui adjointe à la jeunesse et à la petite enfance. Alors parmi les trois, l'hypothèse la moins crédible, c'est quand même celle de François de Rugy, pour la simple raison, c'est qu'il est devenu député certes d'une partie nantaise, mais Orvault et Sautron essentiellement, et qu'il s'est engagé dans la vie municipale d'Orvault. Il ne sera pas candidat municipal. Mais il ne sera pas candidat, il s'est cassé les dents à Orvault déjà une fois. Il a déjà annoncé. Oui, mais est-ce qu'un retour à Nantes est aujourd'hui quelque chose de crédible quand on a fait un pas de côté? Je ne suis pas sûr. Toutes les hypothèses de toute façon aujourd'hui sont envisageables, les cartes seront rebattues. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de toute façon une désignation. Alors ça, c'est peut-être l'un des enjeux plus importants, c'est qui désignera les prochains candidats, puisqu'on s'est interrogé et on s'interroge encore pour savoir si le processus des primaires citoyennes sera appliqué la prochaine fois, y compris aux scrutins locaux où seuls aujourd'hui les militants votent. Et puis peut-être qu'en 2014, Jean-Marc Ayrault sera plus dans le gouvernement et qu'il voudra retrouver son siège de maire de Nantes. Est-ce que le départ de Jean-Marc Ayrault, ça peut changer des choses à droite? Est-ce que la droite peut reprendre espoir? Ça changera nécessairement dans la mesure où la droite a aussi construit et contribué à construire Jean-Marc Ayrault comme le tenant d'une forteresse inexpugnable. Et donc c'est vrai qu'elle clamera nécessairement que son départ lui ouvre des perspectives, même si au-delà de la seule question de la personne, il y a en fait aussi des éléments de sociologie électorale qui sont beaucoup plus lourds, et que à la fois sa circonscription et la ville de Nantes sont très largement acquises aujourd'hui à gauche, et qu'on voit mal les choses être bouleversées du jour au lendemain par un seul changement de personnalité. 61,5% pour François Hollande lors de cette dernière présidentielle. Alors, il y a aussi Nantes Métropole, la présidence de Nantes Métropole. On parle de Fabrice Roussel, l'actuel maire de La Chapelle-sur-Erdre. Il devra aussi abandonner son mandat de député. Et là aussi, il n'y a pas trop de surprise, puisque c'est Jean-Pierre Fougerat, le maire de Couëron, qui est son suppléant depuis de nombreuses années, qui devrait donc siéger à l'Assemblée nationale à sa place. On va changer de personnalité rapidement, à gauche toujours. Stéphane Le Foll, il était sur ce plateau encore il y a une quinzaine de jours. C'est le principal collaborateur, c'est l'un des hommes forts du Parti socialiste, moins connu parce qu'homme de l'ombre, mais on l'a vu très actif sur la campagne présidentielle. C'est le spécialiste, Christine, des affaires européennes, des affaires agricoles au PS? Oui, vous avez déjà quasiment tout dit. Il a 52 ans. Il est Monceau, il est prof d'économie. C'est un proche de François Hollande. Il a été son directeur de cabinet à Solferino de 1997 à 2008. Et il est effectivement député européen depuis 2004, en charge des questions agricoles. Il s'est présenté 2 fois face à François Fillon dans la circonscription de Sablé. Cette fois, François Fillon ne sera pas candidat, on le sait, il sera candidat à Paris. Du coup, Stéphane Le Foll estime qu'il a toutes ses chances pour pouvoir l'emporter. Il candidat dans la 4e circonscription. Le résultat de l'élection législative sera d'ailleurs déterminant dans le destin de Stéphane Le Foll. François Hollande peut estimer que cette circonscription, si elle est gagnée, devra être conservée et donc que Stéphane Le Foll devra s'y ancrer. Il peut aussi perdre les élections législatives, c'est un scénario envisageable. Et dans ce cadre-là, on le sait, la tradition veut qu'on ne reconduise pas des ministres qui ont été battus aux élections. Il y a quoi? Il y a 3 options aujourd'hui pour Stéphane Le Foll. On a parlé de lui à un moment donné à l'Élysée, secrétaire général. Lui-même nous a dit il y a 15 jours qu'il n'y croyait pas trop, que ce n'était pas d'actualité. Deuxième option, un ministère. Plutôt un préfet, oui, effectivement, qui serait nommé. Deuxième option, un ministère. Et là, on parle clairement du ministère de l'Agriculture pour lui. Troisième option, à la tête du Parti socialiste. Les 3 sont aujourd'hui crédibles. Il n'y a pas de. Alors, le problème est après un problème de scénario et de tempo. Être désigné ministre, ça peut être aussi un argument pour sa campagne législative, lui offrant le choix ensuite de rester député ou de rester ministre. Ça peut être aussi un handicap, puisque s'il n'était pas élu aux législatives, il serait quasiment systématiquement sorti du gouvernement. Du fait de cette tradition républicaine à laquelle je faisais allusion, selon laquelle les ministres battus, théoriquement, ne restent pas au gouvernement. Donc, voilà. Après, seul François Hollande a aujourd'hui la vision la plus globale du dispositif, d'une certaine manière, qu'il souhaite mettre en place.
et de la façon dont il entend gérer les qualités des uns et des autres et les compétences des uns et des autres. Mais là, c'est même l'ami, hein. Le Oui. fidèle des fidèles. Après le congrès de Reims, il n'y avait plus personne autour de François Hollande. Stéphane Le Foll était encore là. On disait, en plaisantant, qu'il parlait couramment le hollandais. Pas le néerlandais, hein, le hollandais. Donc on verra quel est Il effectivement connaît l'avenir de effectivement Stéphane très Le bien Foll. le parti. Pendant cette campagne, il était chargé de l'organisation de la campagne. C'est lui qui a géré toutes les relations avec les autres partis de la gauche, les négociations avec les écologistes, avec le Front de gauche. Enfin, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le parti, qui le parle aussi couramment. Et en même temps, la composition d'un gouvernement n'est pas simplement une affaire d'amitié, c'est aussi une affaire d'équilibre politique, c'est aussi une affaire d'équilibre entre les hommes et les femmes. Alors là, je pensais plutôt au premier voilà. secrétaire du Parti socialiste qu'il pourrait être. Il y a un autre homme, très rapidement, hein, je vais l'évoquer, qui va jouer peut-être un rôle dans ce nouveau gouvernement, en tout cas un homme de l'ombre. C'est lui, Jean Pisani-Ferry, économiste, conseiller de François Hollande. On en parle parce que son père a été maire de Montreuil-Bellay, député du Maine-et-Loire. C'était Edgar Pisani. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement graviter autour de l'Élysée. Quelqu'un qui a joué et qui continue à jouer des fonctions d'économiste au niveau européen à travers une fondation et qui a été un des experts très proches à la fois de Lionel Jospin entre 1997 et 2002 et aussi de Dominique Strauss-Kahn et qui, avec Daniel Cohen et d'autres économistes, joue un rôle et a joué un rôle très important dans le conseil de François Hollande pendant la campagne. On passe à droite. François Fillon. Il va donc quitter mardi après-midi l'hôtel Matignon. On sait que son avenir politique va s'écrire à Paris désormais. Il est candidat dans une circonscription qui n'est pas perdable pour un candidat de l'UMP, hein, 5e arrondissement de Paris. Il sera donc vraisemblablement député de Paris à la mi-juin. Des commentaires sur cette... On peut dire qu'il a occupé tous les mandats on a regardé possibles. Ça. Il a été tout. Tous. Il a été Il lui en manque député, un. il a été maire, président de conseil général, président de conseil régional, plusieurs fois ministre, enseignement supérieur et la recherche, la télécommunication et la poste, les affaires sociales, l'éducation. Il a été député, il a été sénateur, il a été député, Premier sénateur, ministre donc. Premier ministre, il ne manque plus que président de la République. Alors François Fillon, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est annoncé depuis quelques semaines déjà, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une vraie rupture pour la droite régionale parce que c'est le patron de la droite régionale depuis plusieurs années. C'est autour de lui que s'est structuré l'héritage d'Olivier Guichard, dont il a été le successeur. Et même s'il a perdu la région, il a continué à jouer un rôle. Et même en tant que Premier ministre, Ça a été son seul échec électoral d'ailleurs, la Mais perte de la région. on l'a vu à plusieurs reprises revenir très fréquemment dans la région, essayer de faire monter un certain nombre de ses fidèles ou de ses proches. C'est une vraie rupture dans l'histoire de la droite régionale qui ne perd pas simplement François Fillon, mais qui perd aussi Roselyne Bachelot, On va en parler après. dont on a pas trop avec Guilben. prononcé le nom à un moment donné pour prendre éventuellement la succession de François Fillon. Alors, on parle aussi de la prise du pouvoir de l'UMP. Il y a un combat qui va s'ouvrir. On parle d'Alain Juppé, de Jean-François Copé, de François Fillon. Ouais, alors avec un Copé qui est plus à droite, hein, sur la droite du parti, et puis un François Fillon qui essaye toujours de se positionner sur une droite dite sociale, séguiniste. Enfin, il essaye toujours de se positionner sur ce. On l'a Ouais. vu dans la campagne avec notamment Jean Arthuis, hein, le sénateur mayennais. Il va se positionner, il va se positionner plus au centre que Jean-François Copé. Oui, puis l'une des logiques, c'est que d'une certaine manière, il tire bénéfice et profit, même s'il a rompu avec cette expérience régionale, de ce que peut être la droite dans le Grand Ouest. Et on sait que c'est dans le Grand Ouest qu'un certain nombre de porte-parole de ce qu'on appelle la droite humaniste, centriste, sociale, etc., on sait que c'est dans le Grand Ouest qu'elle trouve le plus d'écho. Et donc cet ancrage lui servira d'une certaine manière aussi dans le futur pour construire éventuellement ce clivage entre un Jean-François Copé... Ça veut dire que vous pensez à 2017 ? Avant Aujourd'hui, il y pense, François Fillon ? Avant 2017, j'ai envie de dire dès la campagne des législatives, puisque dans la campagne des législatives, quelles que soient les déclarations officielles, on sait très bien qu'un certain nombre de députés, dans un certain nombre de régions, là où le score du Front National sera élevé, auront la tentation d'aller négocier, de conclure des alliances, etc. Et qu'il va y avoir des vrais problèmes de discipline à l'intérieur de l'UMP et des vrais problèmes de gestion. Et on sait que François Fillon a toujours eu des positions relativement claires en la matière, qui sont peut-être un petit peu différentes de celles de Jean-François Copé. Et on sait que tout cet héritage-là va jouer dans la recomposition des droites auquel on va nécessairement assister dans les semaines qui viennent. On avait parlé de lui aussi au municipal à Paris en 2014. Vous en pensez quoi ? C'est pas un peu risqué sur la route de l'Élysée 2017 si vraiment c'est son objectif ? Parce que gagner Paris, c'est pas facile.
Et c'est loin d'être acquis. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est vrai que s'il gagne la circonscription à Paris en juin prochain, ça sera un premier pas. Mais c'est pas acquis. Parce qu'une défaite en 2014 au municipal à Paris lui couperait quasiment tout espoir d'être le candidat de l'UMP en 2017. C'est quelqu'un de prudent, François Fillon. En général, il va sur une élection quand il sait qu'elle est gagnée d'avance ou quasiment. Donc, il pèsera le pour et le contre. Hein. Roselyne Bachelot, Langevin, elle dit qu'elle arrête la politique ou qu'elle fera la politique autrement. François Fillon. François Fillon, elle l'a gardé dans le gouvernement coûte que coûte. Parce qu'elle n'aura plus de mandat, là. Hein. Non, elle avait dit qu'elle arrêterait la politique à 60 ans. Elle en a 66. Bon, on sait qu'elle a pris la députation et la circonscription dans le sillage de son père, Jean Arquin. Circonscription menacée aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, circonscription menacée. menacée. Du mal à garder. Ouais, et c'est une succession, ça sera surveillé de près. D'ailleurs, François Hollande est arrivé en tête dans cette circonscription, la première du Maine-et-Loire, effectivement. C'est en effet une circonscription gagnable aujourd'hui pour la gauche. Alors c'est peut-être d'ailleurs un des éléments de la réflexion de Roselyne Bachelot. Et là, on a envie de dire aussi que c'est une page de l'histoire de la droite régionale qui se tourne. Et puis auparavant, c'est son père qui était député de la circonscription. Donc, puisque avec François Fillon, c'était l'une des deux grandes personnalités reconnues à la fois régionalement et nationalement par les responsabilités ministérielles ou par le rôle qu'elle a joué à l'Assemblée dans un certain nombre de débats. Alors, autre personnage important de la Sarkozy, Franck Louvrier. D'abord, qui est Franck Louvrier, Christine ? Alors, c'est un petit nouveau quand même dans notre paysage. Il est nantais, il a 44 ans. Ça a été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy de 1997 à 2012. Il est entré en politique avec Elisabeth Hubert, qui était à l'époque au RPR et qui était ministre... qui a été ministre. Oui, tout à fait, qui a été ministre de la Santé sous Chirac. Ensuite, il a été directeur de la communication au RPR, puis à l'UMP. Et puis, il a suivi Nicolas Sarkozy partout, au ministère de l'Intérieur, l'Économie, l'Élysée. Il a été élu conseiller régional, c'est son ancrage ici maintenant régional, élu conseiller régional d'opposition en 2010, sur la liste conduite par Christophe Béchu. Quel avenir pour lui ? Alors, c'est une carrière qui est un peu différente de celle à la fois de François Fillon et de Roselyne Bachelot, dans la mesure où il n'a jamais été député, il n'a jamais été élu non plus sur son seul nom dans une élection au scrutin uninominal. Il a été élu dans un suffrage de liste. Au conseil régional. Donc son ancrage territorial est malgré tout moins fort. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque un certain nombre de rumeurs l'ont donné, tantôt candidat au projet municipal à Nantes, tantôt candidat aux élections législatives ou municipales à La Baule. Il cherche un territoire. Voilà. Donc il est vraiment en quête d'un territoire. Alors c'est un cursus qu'on appelle un cursus descendant, c'est-à-dire qu'il a plutôt commencé à Paris, en effet, dans les sphères nationales et gouvernementales et présidentielles, et il est aujourd'hui en train de se chercher une terre d'accueil. C'est la formule classique du parachutage. On parle de lui chez Havas, RSCG, il pourrait partir dans le privé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ferait de la communication et non plus de la politique. Est-ce que Franck Louvrier, aujourd'hui, a un espoir très vite qui reste En tout cas, c'est un sarkozyste marqué. On sait qu'un certain nombre de conseillers de la campagne présidentielle précédente, en 2007, ont rejoint un certain nombre de médias ou d'agences de communication. C'était le cas de Laurent Sauly, qui est devenu un personnage éminent de TF1. Merci Goulven, merci Christine. Fin de la première partie de La Voix est libre. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de Sébastien Thomas. On se retrouvera dans la deuxième partie. On va continuer à parler effectivement de la situation dans la région. On verra quelle droite, avec quel leader demain, si des jeunes peuvent prendre la succession. La semaine prochaine, le numéro de La Voix est libre sera un spécial Jean-Marc Ayrault. Nous saurons si Jean-Marc Ayrault est à Matignon et le nouveau premier ministre de François Hollande. Donc ce sera samedi prochain. Tout de suite, le journal. Restez avec nous, on se retrouve juste après pour la deuxième partie.